Alors, premier rappel, vous savez tous, nous sommes des primates. Donc, les humains font partie du groupe des primates. Notre plus proche cousin, c'est l'ensemble chimpanzé-bonobo. Et la symétrique est vraie, les plus proches cousins des chimpanzés-bonobos ne sont pas les gorilles comme ce que croit en général le grand public, mais ce sont bien les humains. Et en utilisant les données d'ADN, en alignant les bouts de génome à la fois des chimpanzés avec ceux des humains, il a été possible de calculer le pourcentage de différence entre des humains et des chimpanzés, qui est de l'ordre de 1,2%. Et basé sur la théorie de l'horloge moléculaire, ça donne une séparation d'environ 7 millions d'années. L'horloge moléculaire a été... donc c'est cette idée que les mutations apparaissent à un rythme constant autour de l'évolution. Ça a été pas mal bouleversé ces dernières années, ça a été retravaillé. Il y a eu tout un débat pendant, je dirais, environ 5 ans, pour ceux que ça intéresse. Si vous avez des questions plus spécifiques là-dessus, c'était assez intéressant. Mais grosso modo, on arrive à 7 millions d'années. Alors après, là, vous avez un dessin, grosso modo, des différentes espèces avec le passé en bas, le présent en haut, sur l'échelle des 7 millions d'années. Et ce qu'il y a d'intéressant à rappeler, c'est que le gros résultat majeur de ces dernières années, c'est que l'évolution est buissonnante, elle n'est pas linéaire. On ne passe pas des Australopithèques aux Homo habilis, Homo erectus, etc. En fait, il y a à peu près à n'importe quel moment, n'importe quelle période qu'on regarde, il y a plein d'espèces qui coexistent, qui vont se croiser ou pas, parce qu'on ne le sait pas forcément, dont certaines vont laisser des descendants, d'autres pas, mais on ne sait pas lesquels, parce que quand on est trop loin dans le passé, on n'arrive pas à inférer, mais je pense que c'est un des résultats en termes de philosophie des sciences et de pensée de l'évolution vraiment majeur de cette dernière décennie. Alors, l'humain a certaines caractéristiques. Une des caractéristiques majeures, c'est qu'on est immature, c'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, il y a eu une sélection naturelle forte pour de la bipédie et en même temps pour un cerveau de plus en plus gros, ce qui a bloqué finalement les hanches et le système d'accouchement. Ça a créé une double contrainte, des hanches bloquées par la bipédie et un plus gros cerveau. Et par sélection naturelle, la solution trouvée par l'évolution et la sélection naturelle, c'est de faire naître les humains immatures. Un petit humain, quand il naît, c'est seulement 25% de la taille du cerveau à la naissance. Comme vous le savez tous, on a un temps assez long avant de devenir adulte. Vous y êtes particulièrement confrontés. On va dire que dans notre espèce, c'est entre 15 et 30 ans, hein, selon les individus, ce qui est très particulier pour notre espèce. Ce qui, d'un autre côté, en contrepartie, est très intéressant, c'est que du coup, une grande partie du cerveau se construit à l'extérieur du ventre de la mère, dans un cadre toujours de relations sociales. Un être humain, un individu ne se construit jamais tout seul, mais à travers un ensemble de relations sociales qui participent aussi à l'apprentissage. Et c'est pour ça que nous sommes particulièrement un animal social. C'est vraiment une caractéristique très forte de l'humain. Il y a d'autres caractéristiques comme un niveau de coopération très fort par rapport à un grand nombre d'autres espèces, etc. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas parler de tout, donc je choisis quelques points importants. Alors revenons à nos origines. Donc Sapiens, c'est une espèce qu'on commence à définir Sapiens entre 300 000 et 150 000 ans. Il y a plusieurs sites préhistoriques où il y a des squelettes qu'on peut relier à la lignée Sapiens. Et ce qui a le résultat majeur, pareil, de ces dernières années, c'est de montrer qu'il n'y a pas un berceau, il n'y a pas un endroit où a émergé l'espèce Sapiens. C'est le continent africain, ça a été démontré, redémontré, c'est clair. Notre espèce vient d'Afrique, mais il n'y a pas un berceau d'Éden à un endroit où est née notre espèce. Il y a quand on fouille, on trouve des restes qui peuvent être apparentés à la lignée Sapiens un peu partout, sans compter qu'il y a plein d'endroits où on n'en trouve pas parce que les fossiles ne se conservent pas, mais peut-être qu'il y en a à d'autres endroits, parce que là, les endroits où on a trouvé, c'est aussi les seuls endroits où les fossiles se conservent. Hein. Il y a vraiment un biais d'échantillonnage très fort autour de ce qu'on peut trouver sur notre espèce. Et visiblement, on le retrouve aussi dans les données génétiques, il y a eu des échanges assez
assez ancien entre ces différentes populations à l'intérieur de l'Afrique. Et je dirais, un des événements majeurs, c'est la sortie d'Afrique. À quel moment notre espèce, après avoir évolué en Afrique, va commencer à coloniser le reste de la planète. Et là, la génétique a amené énormément de résultats. C'est la génétique qui a permis de démontrer qu'effectivement, on venait bien tous d'Afrique et qui permet, à travers des analyses, de retracer plus ou moins les chemins et les dates des migrations à l'extérieur de l'Afrique. D'après les données génétiques, le gros de la sortie de l'Afrique, c'est aux environs de 70 000 ans, à peu près, comme ordre de grandeur. Ça, ce sont des migrations retracées avec l'ADN de populations actuelles. Donc, c'est les migrations qui ont laissé des descendants jusqu'à nos jours. Il y a eu d'autres sorties d'Afrique. On a des traces de sapiens, par exemple, les données génétiques pointent vers 40-45 000 ans en Europe. Il y a eu certainement des sorties avant, mais qui n'ont pas laissé de descendants jusqu'à nos jours. De la même manière, l'Australie, on date ça avec les données génétiques autour de 50 000 ans, mais il y a des traces archéologiques un peu plus anciennes, mais qui n'ont pas laissé de descendants jusqu'à nos jours. Il y a des essais-erreurs. Alors, le résultat majeur de ces dernières années qui a valu le prix Nobel à Svante Pääbo l'année dernière, c'est d'avoir pu élucider ce qui s'était passé lors de la rencontre avec Néandertal. Quand Sapiens sort d'Afrique, il rencontre d'autres humains qui, eux, sont déjà installés à l'extérieur de l'Afrique, notamment en Europe et en Asie, comme l'homme de Néandertal, qui existe depuis plusieurs centaines de milliers d'années sur toute l'Eurasie. L'homme de Néandertal, lui, il est aussi issu d'une sortie d'Afrique, mais beaucoup plus ancienne. Et donc, Sapiens sort et rencontre ceux qui étaient sortis avant d'Afrique. Et les résultats majeurs ont été obtenus par ce qu'on appelle les analyses de l'ADN ancien. Donc, l'équipe de Svante Pääbo, Max Planck, est arrivée à extraire l'ADN des os de Néandertal. Donc, qu'est-ce que l'ADN ancien ? L'idée, c'est non pas d'utiliser l'ADN moderne, mais l'ADN qu'on retrouve dans des restes humains plus ou moins anciens. Donc, ce qui permet d'avoir accès à des données génétiques dans, je dirais, de cultures archéologiques plus ou moins anciennes. Ça donne accès à des populations et des espèces disparues, comme Néandertal. Néandertal a disparu il y a entre 30 et 40 000 ans. Le problème, c'est que c'est de l'ADN qui est dégradé, qui est de faible quantité, qui peut être facilement contaminé. Donc, ça a été vraiment une prouesse technologique que d'arriver à extraire cet ADN. Et, sans être méchante langue, mais aussi une prouesse en termes de financement. Le premier bout de génome de Néandertal a coûté plus d'1 million d'euros quand même. Donc, je ne sais pas en Belgique si vous arrivez à avoir des subventions de ce montant-là pour faire des recherches. En tous les cas, en France, ça n'existe pas. Alors maintenant, on a plein de Néandertal, plusieurs génomes qui ont été analysés. Bon, ça, c'est 2021. Je crois qu'il y en a un ou deux autres qui sont sortis depuis. Donc, vous voyez un peu la couverture des différents Néandertaliens pour lesquels il y a eu des données d'ADN, avec une nouveauté aussi qu'on appelle l'ADN environnemental, où cette fois-ci, c'est pas l'ADN directement qu'on arrive à extraire des fossiles, mais on analyse la Terre et les grottes où vivaient ces fossiles, et on arrive juste dans la Terre à retracer des petits bouts d'ADN et de dire à quelle espèce ils appartiennent. Est-ce que c'était des Homo sapiens, des hommes de Néandertal ? Et du coup, là, c'est des endroits où on a pu mettre en évidence la présence de Néandertaliens, même si on n'a pas de restes fossiles. Alors, l'ADN a permis de montrer qu'on s'est croisé, les sapiens se sont croisés avec Néandertaliens, parce que quand on regarde le génome des individus actuels à l'extérieur de l'Afrique, on trouve en moyenne 2% du génome des individus actuels qui est d'origine néandertale. Donc ça, c'est assez facile pour faire ça. On aligne les génomes et on coupe les génomes en bouts.
et on regarde si un bout est plutôt sapiens ou plutôt néandertal. Et grâce à ça, on peut regarder qu'effectivement, à peu près tous les individus qui n'ont pas tous leurs ancêtres en Afrique récemment ont 2% de leur ADN qui vient de Néandertal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ça, il faut rappeler quelques chiffres. Si on compare deux sapiens à l'heure actuelle, on est identique pour notre ADN à 99,9%. Il y a d'autres manières de calculer. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on pourra revenir. Mais grosso modo, il y a une différence pour 1000. C'est-à-dire que si on aligne l'ADN de deux individus, il y a un nucléotide sur 1000 qui est différent. Si on prend un bout de 10 000 paires de bases, il y a 10 différences entre deux sapiens. Si on compare un néandertal et un sapiens, il y a 13 différences sur une portion de 10 000. Si j'aligne 10 000 ADN de néandertal et 10 000 de sapiens, oui, c'est ça, je vais avoir 13 différences si je compare un néandertal et un sapiens. Si je compare deux sapiens, j'ai 10 de différence. Et néandertal et sapiens 13. Pour rappel, si je fais la même chose entre sapiens et chimpanzé, sur mes 10 000 bouts de génome, j'ai 121 différences comme ordre de grandeur. Donc on voit bien que finalement, Néandertal et Sapiens se ressemblent beaucoup. Il n'y a que 13 pour 10 000 différences, alors que quand je compare deux Sapiens, j'ai que 10 pour 10 000 de différence. Donc, néanmoins, ces petites différences sont intéressantes parce qu'elles permettent, quand on regarde un bout d'ADN d'un individu, donc par exemple 10 000 paires de bases, de voir si c'est plutôt du Sapiens ou plutôt du Néandertal. Donc, vous imaginez que votre ADN, qui est donc les 3 milliards de paires de bases, vous le coupez en morceaux, en petits morceaux, et chaque petit morceau, vous regardez, tiens, c'est plutôt un bout Sapiens, tiens, c'est plutôt un bout Néandertal. Et donc, 2% de ces morceaux sont Néandertal, en général chez les humains actuels. OK ? Oui. C'est ça. C'est ce qu'a fait Svante Pääbo. C'est ça qui lui a valu le prix Nobel. Il a séquencé des ADN néandertaliens. Ouais. Vous dites 2 à 3% de néandertaliens chez les humains. Ouais. Mais qu'en est-il des Asiatiques ? Est-ce qu'ils ont aussi pareil. Tous les gens à l'extérieur de l'Afrique portent environ entre 2 et 3% de leur ADN qui viennent de Néandertal. Et c'est d'ailleurs un résultat donc qui... Même les Indiens du Sud, voilà. Du Sud d'origine. Oui. Et c'est... Et les Africains. Je vais vous le... Je finis juste ça, et c'est parce que je reviens après dessus. Donc, en fait, pour 10 000 lettres, 10 de différence entre deux sapiens, 13 entre un sapiens et un néandertal. Donc, grosso modo, pour l'essentiel, c'est 2 à 3% d'ADN qu'on a reçu. Ça fait rien du tout. C'est quasiment la même chose que de l'ADN de sapiens. D'ailleurs, sur 23 000 gènes, il n'y en a que 60 qui sont différents entre néandertal et sapiens. C'est-à-dire qui ont toujours les mêmes mutations qu'on retrouve chez Néandertal, que l'on ne retrouve pas chez Sapiens. Toujours la même lettre qui est changée chez Néandertal et qu'on ne retrouve pas chez Sapiens. Il n'y en a que 60 qui sont différents. Donc, autre chose, les 2% qu'on a reçus, ce n'est pas toujours les mêmes qu'on reçoit. Moi, j'ai reçu 2% à différents endroits de mon ADN. Vous, ça va être 2% à d'autres endroits de votre ADN. Quelqu'un d'autre, 2% à d'autres endroits de son ADN. Et si on met bout à bout tous ces 2% sur l'ensemble de la planète, sauf en Afrique, et je reviendrai dessus, eh bien, on arrive à reconstituer, en remettant bout à bout ces trucs, 40% du génome de Néandertal, à peu près. Donc, il y a 60% du génome de Néandertal qui n'a pas été transmis lors des croisements. Mais 40% à peu près qui a été transmis. Et c'est très intéressant parce que ça a été étudié en détail dans la grotte de Bachot-Quiro, où on a un des plus vieux Européens qui a été trouvé, Sapiens européen, et on a trouvé donc dans son ADN qu'il avait les 2% qu'on a tous,
et que aussi il avait un arrière-grand-père qui était néandertal. Et en regardant dans son génome, on a vu que encore une fois, les fameux 60% qui n'ont jamais été transmis, on les retrouve pas non plus dans cet individu. C'est-à-dire que il y a eu une sélection naturelle très forte. Il y a 60% du génome de Néandertal qui est complètement incompatible avec le génome de Sapiens. Les individus issus de croisements qui portaient ces 60% de Néandertal ont été éliminés par la sélection naturelle ou alors les croisements n'ont pas eu lieu. Donc on était compatible avec Néandertal, mais seulement pour 40% de son génome. Pour 60%, on n'était pas compatible. Et donc, si je reviens sur ces 2%, on les porte partout sur la planète, sauf en Afrique. Et ça, c'est un élément très fort qui a permis de dire que l'essentiel du mélange s'est fait au moment de la sortie d'Afrique. C'est-à-dire, quand Sapiens sort d'Afrique, il y a 60-70 000 ans, au Moyen-Orient, il se mélange avec des Néandertaliens. Et les sapiens qui vont continuer à coloniser la planète, donc portent en eux ces bouts de génome de Néandertal qu'ils vont amener en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, partout donc, sauf en Afrique. Sauf qu'il y a eu quelques petites migrations de retour et donc on trouve des traces. Mais pour l'essentiel, c'est les populations à l'extérieur de l'Afrique, donc celles qui sont passées par cette sortie d'Afrique il y a 60-70 000 ans, qui portent du Néandertal. Le métissage se fait d'entrée de jeu. Hein ? Le métissage se fait d'entrée de jeu. Ouais, c'est ça, d'entrée de jeu, carrément. Et après, il y a des endroits comme à Bachokiro où il y a eu à nouveau des petits métissages, vu qu'il a un arrière-grand-père qui est néandertal. C'est assez intéressant parce qu'une grotte un peu plus loin, par contre, il n'y a pas eu le nouveau mélange. Mais ils ont tous leurs 2%, mais il y en a un qui en a encore un peu en plus et l'autre pas du tout. Mais c'est vraiment à l'entrée de jeu. Et en regardant dans le détail, là, c'est des exemples de chromosomes, et là, on met sur l'axe des ordonnées le pourcentage d'individus qui portent un bout néandertal à un endroit donné. Donc, en Afrique, ça reste à peu près à 0. Les individus n'ont pas de bout néandertal. En Asie, vous avez des bouts du génome. En Asie, en Europe, on n'a pas du tout de néandertal, ces fameux 60%. Il y a des bouts du génome, on ne trouve jamais de traces de génome néandertal. Mais vous avez des bouts où tous les individus en Asie de l'Est portent le variant néandertal. Et vous avez des bouts là en haut en rouge où tous les Européens portent le variant néandertal. Et ça, en général, c'est des gènes qui ont des portions d'ADN reçues de néandertal qui ont permis de s'adapter. Donc, c'est des choses impliquées dans la cicatrisation de la peau, dans des trucs liés à la kératine et aussi beaucoup de choses liées dans la résistance aux pathogènes. Parce que Sapiens, finalement, c'est un animal tropical africain. Il sort d'Afrique, il va arriver dans des nouveaux climats et dans des nouveaux environnements. Nouveaux climats, nouveaux environnements, ça veut dire qu'il y a des nouveaux pathogènes. Il rencontre Néandertal. Néandertal est là depuis plusieurs centaines de milliers d'années, a eu le temps de s'adapter à ces environnements et à ces pathogènes. Et donc, quand dans les croisements, les hybrides récupèrent les bons gènes qui permettent de s'adapter, ils sont tout de suite avantagés par sélection naturelle. Et donc, ces bouts de génome de Néandertal, ce qu'on appelle aussi de l'introgression adaptative. Donc, introgression, un bout d'ADN rentre dans l'autre, adaptatif, ça a un avantage. Donc, dans les 2% qu'on a reçus de Néandertal, il y a toute une partie qui est aussi liée à des adaptations dans le passé. Il y a toute une partie, ça sert à rien, c'est juste du hasard, du bricolage évolutif comme on en a l'habitude, mais il y a des petits bouts qui sont quand même un peu intéressants. Par exemple, il y a un bout qui malheureusement était intéressant dans le mauvais sens. Hein. C'est un bout reçu de Néandertal qui rendait plus susceptible à faire des formes graves du Covid-19. Donc là, c'est contre-intuitif, parce que je vous dis, en général, ce qu'on a gardé de Néandertal, c'est plutôt des trucs intéressants qui ont permis de s'adapter. En fait, on pense que ce bout de génome a permis de s'adapter à des épidémies dans le passé,
et qui se retrouve maintenant détrimental, qui se retrouve maintenant, je veux dire, pas adaptatif dans le cadre d'une épidémie de Covid, en faisant une surréaction immunitaire en gros, mais que dans le passé, il avait permis de s'adapter. Il y a d'autres bouts qu'on a reçus du génome de Néandertal qui servent, par exemple, à une meilleure oxygénation du placenta. Enfin, il y a... Voilà, mais c'est assez difficile d'arriver à savoir exactement à quoi servent ces bouts de Néandertal qu'on a reçus dans notre génome. Et l'équipe de Svante Pääbo, donc qui a séquencé l'ADN de Néandertal, travaille beaucoup là-dessus. Et de temps en temps, il y a des articles qui sortent avec « Tiens, ce bout d'ADN de Néandertal était avantageux pour telle et telle raison ». Alors, donc, le fait qu'on ait tous ces 2%, c'est ça qui permet vraiment de situer que le mélange a eu lieu à ce moment-là, avant que Sapiens parte coloniser toute la planète. Mais ça n'a pas été le seul mélange. Par l'ADN, il a pu être démontré qu'il existait une nouvelle espèce qui s'appelle Denisova. Et Denisova qui est... Alors là, il faut que je retourne en arrière... Yes, Denisova, qui a été trouvée dans la cave là-haut, en Sibérie, dans la région dite de l'Altaï. Donc l'équipe de Svante Pääbo a séquencé du génome d'un petit bout de phalange qui avait été trouvé en se demandant est-ce que c'est un Néandertal ou un Sapiens, patata. Ils sont tombés sur une nouvelle espèce. Enfin, espèce, sous-espèce, enfin, nouvelle lignée. Donc, en haut, là, c'est ce qu'on appelle donc la phylogénie de l'ADN mitochondrial. Donc, en haut, on a Denisova. Après ça, on a tout un groupe, c'est des Néandertaliens. Donc, Denisova, c'est un cousin germain, on va dire, de Néandertal. Et plus loin, on a Sapiens. Si vous voulez, c'est le cousin à l'est de Néandertal. Hein, c'est l'homme de Denisova. Et donc l'homme de Denisova, son ADN, par contre, on ne le retrouve pas dans toutes les populations humaines à l'extérieur de l'Afrique. On le retrouve là où il y a des points verts, vert clair et rouge, que dans les populations, je dirais, à l'est de l'Himalaya. Parce que Denisova, il vivait, c'est le cousin à l'est de Néandertal, et donc quand Sapiens est allé vers l'est, certains se sont mélangés avec Denisova, ont récupéré de l'ADN de Denisova, ont continué vers l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Asie plus loin. Et alors Denisova, c'est le... Oui ? Est-ce que pour autant, alors, Denisova donne le type asiatique ? Non. Non, parce que vous le retrouvez chez les gens, par exemple, chez les gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, chez les aborigènes d'Australie. Voilà. Donc, il n'est pas lié au phénotype. Les évolutions de phénotype, quand on arrive à trouver les facteurs génétiques impliqués sur des différences de phénotype, je reviendrai par exemple sur la couleur de peau, c'est beaucoup plus récent que ça en général. Mais alors, Denisova, il est marrant, mais il énerve un peu tout le monde. C'est parce qu'on a son ADN, mais on ne sait pas à quoi il ressemble. C'est l'inverse, vous savez. Néandertal, ça a été trouvé, les paléanthropologues ont travaillé dessus pendant 150 ans, on sait à peu près ce qu'il mange, comment il dormait, sa vie symbolique et tout ça. Denisova, c'est l'inverse. On a son ADN et on ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Alors, il a été trouvé dans le Tibet une mâchoire qui serait de Denisova. Ça a été fait là, ils avaient fait de la paléoprotéomique. Et il y a des candidats, notamment, il y a ce qu'on appelle The Dragon Man, qui a été retrouvé l'année dernière en Chine, qu'on sait pas vraiment, il n'est pas sur la lignée Sapiens, ni sur celle Néandertal. Ce serait peut-être un Denisovien, donc toute la communauté attend avec impatience qu'ils en extraient l'ADN pour qu'on sache... si c'est un Denisova. Mais Denisova, voilà, c'est affaire à suivre, on ne sait pas à quoi il ressemble, c'est marrant. Alors, Denisova, il est sympa parce que, donc, il a permis l'adaptation des populations du Tibet à l'altitude. On connaît les facteurs génétiques impliqués dans l'adaptation des populations tibétaines et ça a pu être montré que le variant génétique dans le gène EPAS qui permet l'adaptation à l'altitude des populations tibétaines vient de Denisova.
Donc, Denisova a eu le temps, lui, de s'adapter à l'altitude, a trouvé, entre guillemets, par hasard, la sélection a sélectionné un moyen de s'adapter à l'altitude. Et les populations humaines qui se sont croisées avec Denisova, qui ont récupéré ce bout d'ADN de Denisova, ont été avantagées en altitude et ont pu s'y adapter. Dans les populations d'Océanie, là, c'est la quantité d'ADN de Denisova à droite, en violet qu'on retrouve dans différentes populations. Vous voyez, ça va de 1 à 3%. Ça, c'est la quantité donc, qu'on retrouve de Néandertal qui est autour de à peu près 2 à 3%. Et en regardant dans le détail, on trouve que les bouts d'ADN reçus de Denisova sont plutôt liés à l'immunité, alors que ceux de Néandertal, il y a de l'immunité, mais il y a aussi du métabolisme, de la pigmentation et des questions de dermatologie. Donc, en gros, il y a eu toujours des mélanges. Donc, l'aventure extra-africaine, c'est une histoire faite de mélanges, quoi. Alors, deuxième étape super importante de l'évolution de notre histoire humaine, c'est ce qu'on appelle la transition néolithique. C'est fondamental, c'est le moment où on se met à domestiquer les plantes et les animaux. Et ce qu'il y a de fascinant sur ça, c'est qu'il y a plusieurs foyers indépendamment sur la planète où on va se mettre à domestiquer les animaux et à cultiver les plantes. Grosso modo, on est à la fin de l'ère glaciaire, il y a un réchauffement, il y a des conditions qui commencent à être bonne, je dirais, pour tout ce qui est culture, des populations qui se sédentariseraient de plus en plus et qui, du coup, développeraient de l'agriculture et de l'élevage. Donc, ce qui fait que les populations qui ont fait la transition vers l'agriculture, là, c'est la droite, vont voir une très forte croissance démographique. Le gros du boom démographique de notre espèce, c'est vraiment la transition néolithique il y a environ 10 000 ans. Il y a un autre boom au 19e siècle avec ce qu'on appelle la transition démographique, mais le gros du début de la croissance, avant, on n'est pas plus nombreux que les chimpanzés, quoi. On estime à quelques centaines de milliers d'individus sur l'ensemble de la planète, quoi. On est très peu. Et c'est vraiment avec l'arrivée de l'agriculture qu'on voit le début de la croissance démographique de notre espèce, donc chez les agriculteurs, un peu moins fort chez les éleveurs, et les populations qui restent chasseurs-cueilleurs, donc qui ne font pas cette transition, en général, on trouve qu'elles n'ont pas fait de croissance démographique. Donc, en Europe, la vague néolithique, la transition néolithique n'est pas du tout inventée en Europe. Elle est, pour ce qui nous concerne, inventée au Moyen-Orient. C'est des populations du Moyen-Orient qui arrivent en Europe. Et là, c'est ce que l'ADN a pu démontrer, parce qu'il y avait un gros débat en archéologie. Est-ce que c'était une diffusion des technologies qui avait amené l'agriculture en Europe, ou est-ce que c'était des gens qui avaient amené l'agriculture en Europe? Et avec les études d'ADN anciens, en regardant les populations, donc entre 5 000 et 10 000 ans en Europe, il a pu être démontré que c'est des gens qui sont arrivés, c'est des agriculteurs qui sont arrivés et qui ont amené leur technique. Ce n'est pas juste une diffusion d'une technologie. Pour l'Europe, il y a 2 grands courants migratoires qui ont amené l'agriculture, un par la Méditerranée et un par le Danube. Donc, ça a démontré que c'était l'arrivée des individus et leur mode de vie, puis les agriculteurs qui sont arrivés du Moyen-Orient se sont mélangés avec les chasseurs-cueilleurs européens. Mais c'est pas tout. L'ADN a démontré qu'il y avait une 3e grande migration. Donc vous avez déjà l'arrivée des chasseurs-cueilleurs en Europe, il y a environ 40 000 ans. L'arrivée des agriculteurs, on va dire, il y a environ 10 000 ans. Et dans l'ADN, on a pu voir qu'il y avait une arrivée, il y a environ 5 000 ans, des nomades des steppes qui viennent du nord, ici, du nord du Caucase, qui sont aussi arrivés en Europe. En tous les cas, leur ADN est arrivé assez fortement.
à tel point que maintenant, toute population d'Europe, là vous avez des populations actuelles d'Europe, quand on regarde l'ADN des individus, on a une part en bleu qui correspond aux premiers chasseurs-cueilleurs, ceux qui ont peint les grottes de Lascaux, qui sont les premiers arrivés après la sortie d'Afrique. Une partie en jaune qui correspond à l'arrivée des agriculteurs du Moyen-Orient, donc venus pour ce qui concerne l'Europe d'Anatolie, du sud de la Turquie, et une partie là en vert qui correspond aux nomades des steppes. Et ça, c'est le pool génétique européen est fait de ces trois composantes, plus les petits 2% de Néandertal, etc., qu'on ne représente pas parce que c'est tout petit, quoi. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différences assez fortes selon les populations européennes, avec une variabilité selon les populations européennes, ce qui a permis de faire des trouvailles intéressantes sur le cas des Basques et des Sardes. Donc, s'il y en a qui aiment les histoires de Basques et de Sardes, vous pourrez me poser la question après. Alors, l'ADN, ça nous montre juste qu'il y a eu des mélanges qui se sont croisés. Qu'il y a eu des unions reproductives viables, mais comment se déroulent ces rencontres? Alors là, c'est un peu plus compliqué, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut regarder des populations actuelles pour voir comment ça se passe à l'heure actuelle quand on a des populations comme ça, de modes de vie très différents. Donc là, par exemple, il y avait des chasseurs-cueilleurs, des agriculteurs, des éleveurs nomades. Comment ça se passe dans les mélanges génétiques? Et donc nous, j'ai eu la chance de travailler depuis plusieurs années en Afrique centrale chez les populations qu'on nomme pygmées, qui sont des chasseurs-cueilleurs en Afrique centrale. C'est le plus gros groupe au monde de chasseurs-cueilleurs. Donc de populations qui n'ont pas fait la transition vers l'agriculture et l'élevage. C'est-à-dire qu'ils vivent essentiellement des produits de la forêt. Maintenant, ils ont commencé à faire une transition vers l'agriculture, mais c'est assez récent. Donc ça, c'est les différentes populations qu'on appelle pygmées à travers toute l'Afrique centrale. Et en bleu et en rouge, c'est les populations qu'on a pu échantillonner sur le terrain. Et à partir de ces données génétiques, on a pu retracer. En rouge, c'est l'histoire des populations pygmées, et en bleu, c'est celle des non-pygmées. On a pu retracer que les populations bleues non-pygmées et les populations pygmées se sont séparées il y a environ 70 000 ans. C'est-à-dire ça fait 70 000 ans qu'elles ont une histoire génétique différente les unes des autres, et qu'il y a environ 1000 ans, donc, elles ont recommencé, elles se sont rencontrées parce que les populations d'agriculteurs sont arrivées en Afrique centrale. Donc là, on a des agriculteurs qui arrivent avec des populations locales qui sont chasseurs-cueilleurs. Et on a pu montrer qu'il y avait du mélange génétique. Et c'était intéressant parce que le mélange génétique se fait essentiellement dans un sens. On a des flux de gènes des agriculteurs vers les chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que quand on regarde le génome d'un pygmée, d'un chasseur-cueilleur, on voit clairement qu'il a reçu des bouts d'ADN des agriculteurs, et on trouve ça rarement dans l'autre sens. Donc, on a des flux dans un sens avec donc les agriculteurs qui ont mélangé leur génome avec les chasseurs-cueilleurs. Et l'intérêt de travailler avec des populations actuelles, c'est qu'on peut regarder dans le détail, avec un travail d'ethnologie de terrain, comment ça se passe sur place, comment les rencontres se passent, qui couche avec qui, en fait, en génétique. En gros, c'est ça qu'on veut savoir, hein. Faut bien le dire. Alors, donc, si on regarde les pygmées en rouge et les non-pygmées en bleu, on n'a aucun... Là, c'est des sociétés où, en général, on se marie pour coucher. Donc là, on n'a aucun homme pygmée qui se marie avec une femme agricultrice. Ça ne se fait jamais. Par contre, dans l'autre sens, c'est possible. Ça arrive assez fréquemment qu'une femme pygmée se marie avec un agriculteur. Pour deux raisons. On est dans des sociétés
patriarcale assez forte où il faut payer une dot quand on prend une épouse. Et les femmes pygmées sont beaucoup moins chères. Donc, un villageois qui n'a pas beaucoup d'argent peut épouser une femme pygmée. En plus, les femmes pygmées sont connues pour être super fertiles. Voilà. Alors, on ne sait pas si c'est un mythe ou une réalité. En tous les cas, il y a des mariages. On est dans des sociétés patrilocales, comme en France. C'est-à-dire que quand il y a un époux et une épouse qui viennent de 2 villages différents, on va dans le village de l'époux, du pater, patrilocal. C'est la femme qui se déplace pour aller dans le village de monsieur et rarement monsieur qui se déplace pour aller dans le village de madame. Ça, c'est pareil en Europe, en général, c'est ça. Donc, en fait, la femme, elle va là et elle a des descendants. Et du coup, ça, c'est ce que nous disent les ethnologues. Et ils ont complètement raison. Mais du coup, ça collait pas avec nos données génétiques, parce que nos données génétiques, c'était que les pygmées avaient reçu beaucoup d'ADN des agriculteurs. Là, c'est les agriculteurs qui reçoivent de l'ADN des pygmées. Or, en fait, en creusant un peu plus et du coup en retournant sur le terrain, on s'est rendu compte qu'en général, les épouses pygmées retournent souvent, divorcent et retournent vivre dans leur village, en général avec leurs enfants, parce qu'ils sont en partie ostracisés. On les considère comme inférieurs. Okay ? Donc là, l'exemple est intéressant parce que si on regardait que la génétique, on aurait l'impression de flux de gènes dans un sens, alors que la réalité ethnologique, c'est-à-dire comment ça se passe dans la vraie vie, en fait, c'est le contraire de ce qu'on pense. Et c'est pour ça que, finalement, c'est une des limites des études qu'on fait avec l'ADN, c'est qu'on arrive à voir qu'il y a des mélanges, dans quel sens, mais pour pouvoir retracer vraiment qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, on a encore du travail. Alors, là, je vous ai pas parlé d'adaptation. Là, je vais juste vous parler rapidement. Donc, je vous ai fait plus l'histoire des populations, l'histoire des migrations. Mais avec l'ADN, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut retracer les adaptations. Donc, quand on sort d'Afrique, on va rencontrer plein d'environnements différents auxquels notre espèce n'avait jamais rencontré. Donc, c'est finalement la découverte de nouveaux environnements. Et une des adaptations les plus marquantes et qu'on retrouve le plus et qui intéresse le plus pour avoir fait des interventions dans les lycées, dans les collèges, les étudiants, c'est la couleur de peau. Et ça, c'est super intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit que effectivement, quand on regarde un planisphère, les couleurs de peau les plus foncées dans les populations humaines sont celles où l'ensoleillement est le plus fort. Et effectivement, on connaît les mécanismes biologiques. Il y a eu une sélection forte pour une couleur de peau foncée qui permet de protéger contre certains types d'UV qui sinon détruisent des folates. Et les folates sont indispensables pour le développement de l'embryon. C'est à peu près calé. Donc, comme on sort d'Afrique, a priori, nos ancêtres sont tous de couleur foncée de peau. Quand on va dans le nord, on sait qu'il y a un éclaircissement de la couleur de la peau qui est lié au fait que quand il y a peu d'ensoleillement, entre guillemets, il vaut mieux, c'est-à-dire la sélection naturelle va favoriser les couleurs de peau plus claires pour une meilleure assimilation de la vitamine D. Donc ça, c'est clairement ce qu'on savait, je dirais, jusqu'à il y a 4-5 ans. Il n'y a pas photo. Parce que si on suit ça, on s'attend à ce que, effectivement, les sapiens qui sortent d'Afrique soient de couleur de peau foncée et qu'ils deviennent de couleur de peau relativement rapidement, donc il y a 40 000 ans, une fois qu'on s'installe notamment en Europe. Or, les derniers résultats d'ADN anciens ont montré que c'était pas du tout ça. Dans l'ADN, on peut regarder des mutations qui codent pour des couleurs de peau, c'est-à-dire pour des plus forts taux de mélanine. Et il y a certaines mutations qui sont bien connues pour donner des couleurs de peau foncées. Et en regardant, par exemple, une chasseuse-cueilleuse danoise d'il y a 5700 ans,
dans son ADN, elle porte les mutations de couleur de peau foncée. Donc, les premiers Européens étaient de couleur de peau foncée. Ça a été testé aussi sur d'autres restes anciens européens. Ceux qui peignaient les grottes de Lascaux étaient de couleur de peau noire. En Europe de l'Ouest, le phénotype le plus marquant des Européens chasseurs-cueilleurs, c'est noir de couleur de peau et en général avec les yeux bleus. Il y avait une mutation assez fréquente qui donne les yeux bleus. Donc les premiers Européens étaient grosso modo noirs aux yeux bleus. Le changement de couleur de peau tel qu'on le retrace dans l'ADN, en faisant l'ADN ancien à différentes périodes, à 20 000 ans, à 10 000 ans, à 8 000 ans, 7 000 ans, 6 000 ans, etc., est plutôt récent et date d'environ 6 000 à 7 000 ans. L'explication là-dessus, c'est que 2 raisons. Premièrement, il y a l'arrivée des agriculteurs du Moyen-Orient. Or, les agriculteurs du Moyen-Orient étaient plus clairs de couleur de peau que les Européens de l'Ouest. Donc, ils ont amené des couleurs de peau plus claires du Moyen-Orient, premièrement. Deuxièmement, l'alimentation change. Et c'est là où on a moins de vitamine D dans l'alimentation. Avant, quand on est chasseur-cueilleur, visiblement, on chassait du gibier dans lequel il y avait suffisamment de vitamine D pour que finalement, il n'y ait pas une sélection pour une couleur de peau plus claire pour faciliter l'assimilation de la vitamine D. Il y en avait assez dans l'alimentation. On change d'alimentation et à ce moment-là, on voit dans le génome une sélection forte pour une couleur de peau plus claire. Mais c'est intéressant de rappeler que les Européens de souche sont noirs aux yeux bleus. Alors, donc ça, c'est une des adaptations, notamment liées à des transitions alimentaires. Hein ? Donc, c'est parce qu'on change d'alimentation en même temps qu'on a ces adaptations. Alors, il y a d'autres adaptations à l'alimentation. Par exemple, vous avez une alimentation dans le Grand Nord. Les populations du Grand Nord ont une alimentation très riche en oméga 3. Et ils ont une mutation dans un gène FADS1 qui permet de synthétiser ces oméga 3. Si vous alliez vivre chez les Inuits du Groenland, je pense qu'au bout de 6 mois, vous seriez bien malade parce que vous auriez trop d'oméga 3 dans l'alimentation. Et donc ça, c'est une adaptation aussi à l'alimentation des Inuits du Groenland. Mais le fameux exemple donc ça, c'est des exemples où on voit que l'homme modifie son environnement. Donc là, c'est des choix alimentaires et auxquels on s'adapte ou non génétiquement. Et donc, vous connaissez tous le fameux exemple de la lactase. Alors, je vais vous le refaire rapidement parce que ça me permet de vous montrer comment on le fait en vrai sur le terrain. Voilà. Alors, la lactase, c'est l'exemple classique d'interaction biologie et culture. Donc, le lactose, grâce à une enzyme, la lactase est dégradée en glucose et galactose. Nous sommes des mammifères. Chez tous les mammifères, le lactase marche avant que l'animal soit adulte. Le veau, il digère le lait, la vache, elle digère pas le lait. Hein. Le chaton, il digère le lait, mais le chat adulte, non. Hein. Ça marche pas comme ça. La lactase, elle devient inactive quand on est adulte. Sauf chez certaines populations humaines où tous les adultes ont une lactase qui fonctionne. C'est-à-dire tous les adultes sont capables de digérer le lait, quasiment tous les adultes. Ça a été mis en évidence dès les années 70, et dès les années 70, les anthropologues ont vu que c'était dans les populations qui consommaient une grande quantité de lait frais. Et avec les données génétiques, on a pu dater à quel moment cette mutation qui permet de digérer le lait en étant adulte a été avantagée par la sélection naturelle, et ça date du néolithique, ça date du moment où les populations se sont mises à consommer du lait frais. Je rappelle, la mutation qui permet n'est pas apparue au néolithique, c'est des mutations qui existaient dans le génome, qui n'avaient aucune utilité et qui se sont fait
augmenté en fréquence par sélection naturelle au moment où les populations se sont mises à consommer du lait frais. La mutation pour digérer le lait n'est pas apparue parce qu'on s'est mis à boire du lait. Elle existait, elle est devenue intéressante et donc a augmenté en fréquence parce qu'on consommait du lait. Et donc maintenant, on connaît à peu près les fréquences des mutations qui permettent de digérer le lait. Il y a une mutation prédominante en Europe où jusqu'à 90% des populations d'Europe du Nord, les adultes digèrent le lait. Il y a d'autres mutations en Afrique. Il y en a d'autres au Moyen-Orient. Et donc, comme nous, on avait monté pour plein d'autres raisons un gros travail de terrain en Asie centrale, donc en Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Kazakhstan et Kirghizistan, on est allé là-bas pour plusieurs programmes, dont des programmes liés à l'alimentation. Et dans cette zone du monde, c'est intéressant parce que vous avez à la fois des éleveurs nomades qui consomment énormément de produits laitiers et des agriculteurs qui consomment énormément de céréales. Donc on a pu calculer la quantité de nourriture, de voir un peu combien en carbohydrates, d'autres sans carbohydrates. Et notre idée, ça a été, entre autres, on s'est dit, on va aller regarder si ceux qui consomment le plus de produits laitiers, les éleveurs nomades, sont plus tolérants au lactose ou la lactase persistant que les agriculteurs. Et donc, comment ça se passe sur le terrain ? Les républiques en ce temps sont des anciennes républiques de l'URSS qui ont une administration et un truc, mais alors incroyable. On se plaint toujours, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, en France, de l'administration, mais alors c'est rien par rapport à ces pays-là. Néanmoins, ça permet d'avoir un mode d'emploi. Donc pour travailler là sur le terrain dans ces républiques, on demande l'autorisation au niveau du ministère, qui nous donne une lettre qui nous permet d'aller au niveau du chef de région, qui nous donne une lettre qui nous permet d'aller au chef de sous-région, puis au chef de district, puis au chef de sous-district, puis au maire du village. Et donc, à chaque fois, on y va, on a des réunions officielles, on explique notre projet, pourquoi on veut faire ça, etc. Alors, en Ouzbékistan, comme dans toutes les républiques en ce temps, sauf le Turkménistan, on a été extrêmement bien reçus parce que il y avait, d'abord, il y a des académies des sciences, donc on avait des homologues scientifiques avec qui on a pu collaborer et monter ces projets. Donc ça, c'était génial. Et aussi qu'ils disaient, voilà, ça fait 50 ans que sous l'emprise des Russes, on nous réinvente l'histoire sans arrêt. Ce serait intéressant d'avoir un point de vue un peu plus scientifique sur ce que vous pouvez retracer de l'histoire des populations. Alors en pratique, à chaque endroit où on va, on amène des tours Eiffel. Parce que figurez-vous que les tours Eiffel, ça a la cote partout dans le monde. Tout le monde connaît les tours Eiffel. Et donc, on part avec nos valises pleines de tours Eiffel. Avec les grandes tours Eiffel pour les grands chefs, et ça diminue de taille jusqu'aux plus petites tours Eiffel. Et lui, par exemple, vous voyez peut-être pas bien sur la photo, mais il a quand même une grande tour Eiffel. Et donc lui, c'était le ministre de la République de Karakalpaki, qui est une des républiques de l'Ouzbékistan. Donc on a palabré et on a eu gain de cause. Il était content pour nous aider sur notre projet. Alors d'autres fois, c'est un peu plus informel et beaucoup plus alcoolisé. Et là, celui-là, j'aimais beaucoup parce que ça, on avait étendu après nos échantillonnages en Sibérie. Et là, c'est le maire d'un village en Sibérie, en Altaï. Donc on est arrivé, là c'était pas pour l'alimentation, mais c'était pour faire l'histoire des populations. Donc on lui explique et tout ça, et on lui dit surtout, vous savez, c'est vos ancêtres, c'est les gens du sud de la Sibérie qui ont colonisé l'Amérique. Ça a été montré par l'ADN. La colonisation de l'Amérique, elle date de 15-20 000 ans, et c'est les populations de Sibérie qui ont colonisé l'Amérique. Alors,
on lui dit « Waouh, c'est vos ancêtres qui ont colonisé l'Amérique. Là, c'est en Russie. » Donc, super content. Il dit « Mais bien sûr, on va vous aider. Allez-y, allez-y. » Et je lui dis « En plus, notre projet va nous permettre de voir comment les humains, quel chemin ils ont pris migratoire une fois sortis d'Afrique pour arriver en Asie centrale. » Et là, pouf, mais non, je peux pas avoir d'ancêtres africains. Regardez, je suis pas noire. Et c'était une réaction à laquelle on est confronté. Et effectivement, du coup, il a fallu lui expliquer. Mais non, mais ça a pris des milliers d'années. C'est pas un Africain parti avec son baluchon qui est allé en Asie centrale. C'est un processus qui prend des milliers d'années. On s'est adapté au fil du temps, la couleur de peau et une adaptation, mais vos ancêtres viennent bien d'Afrique. Donc une fois qu'on a ça, on va soit chez les gens, soit dans des dispensaires, on réexplique tout aux gens, le projet, pourquoi on fait ça, on leur demande s'ils sont d'accord ou pas pour participer, et s'ils sont d'accord, donc on procède à, on fait des enquêtes, on a fait aussi des enquêtes linguistiques, on prend de l'ADN. Alors au début des missions, on prenait essentiellement en prise de sang, ce qui gêne pas du tout là-bas, les prises de sang, ça gêne pas du tout. Et après, on s'est mis à utiliser plutôt des kits salivaires. L'ADN est de moins bonne qualité, mais il y a des endroits sur le terrain où on peut pas, quoi, parce que c'est trop compliqué à processer le sang. Des fois, on a des déconvenus, très déconvenus. Alors, sur la lactase, donc, comment est-ce qu'on fait en pratique pour savoir si quelqu'un est persistant à la lactase, c'est-à-dire s'il digère le lait en étant adulte ? Premièrement, il faut mesurer l'hydrogène qu'il respire, qu'il a dans son souffle quand il expire. Deuxièmement, il faut mesurer sa glycémie à jeun. Donc, il faut qu'il n'ait pas mangé depuis au moins 12 heures. Là, on lui donne 50 grammes de lactose, donc c'est l'équivalent d'1 litre de lait. Parce que d'être tolérant ou pas à la lactose, ça veut dire qu'on peut boire du lait en grande quantité. Mais n'importe qui peut boire un verre de lait. Ça ne va jamais rendre malade qui que ce soit, sauf les gens qui ont vraiment des intolérances à la naissance. Mais d'être tolérant au lactose, c'est vraiment pour des grandes quantités de lait. On remesure la glycémie. Si on a la lactase active, on transforme le lactose en glucose et galactose. La glycémie augmente au bout de 20 ou 40 minutes, parce que selon les individus, ça va plus ou moins vite. Et donc, on regarde le delta de glycémie. En parallèle, on mesure au bout d'1 heure et d'1 heure et demie le niveau d'hydrogène dans l'expiration, parce que si quelqu'un ne digère pas le lactose, il va avoir des gaz et on le retrouve sous forme d'hydrogène dans son expiration. Et c'est le croisement de ces deux paramètres qui permet de diagnostiquer si quelqu'un est lactase persistant ou pas. L'hydrogène gazeux, Hein ? de l'hydrogène gazeux. Quoi ? C'est de l'hydrogène gazeux qui est expiré. Oui, c'est ça. Donc, on prend l'ADN. Tous les soirs, l'ADN, il faut l'extraire, enfin faire la première partie d'extraction pour garder que les globules blancs dans lesquels on met un produit. Et ça, on peut le garder pour le ramener après pour faire l'extraction finale. Alors, le résultat, c'est que en Asie centrale, ça marche pas, grosso modo. En résumé, ça marche pas, c'est-à-dire les éleveurs nomades, en général, ils sont pas plus tolérants au lactose que les agriculteurs. Voilà. Alors, c'est même à fréquence assez faible. Il y a 2 explications à ça. C'est que ils boivent surtout, les éleveurs nomades, du lait qui est fermenté. Donc, qui fermentent naturellement parce qu'en fait, ils boivent bien sûr du lait de jument qu'on appelle le kumis, mais on pense que traditionnellement, ils buvaient aussi pas mal de lait de chameau. Et ces 2 laits ont la particularité de fermenter tout seuls.
C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de rajouter de processus pour faire du fromage. Ils vont très vite auto-fermenter. Et donc, quand le lait est fermenté, on s'en fout de la lactase, quoi. Ça marche très bien. Donc, première chose. Et deuxième hypothèse qu'on voulait tester, c'est aussi sur la flore intestinale. Il y a peut-être eu aussi une adaptation, non pas génétique par mutation génétique, mais une adaptation par des flores intestinales qui seraient différentes. Et on devait aller vérifier ça cette fois-ci en Mongolie, puis il y a eu l'épidémie de Covid, donc on ne l'a pas fait. Et donc, sur l'adaptation, donc, sur ce que raconte l'ADN, donc migration, rencontre, adaptation et hasard, c'est ce qui façonne la diversité génétique des populations humaines. Les résultats forts, c'est que notre espèce vient d'Afrique, c'est clair, qu'on est une espèce qui a toujours migré. Et ça, quand on y réfléchit, c'est assez frappant quand on se met en perspective par rapport à nos plus proches cousins. Les chimpanzés, les bonobos ou les gorilles, ils sont vraiment restés en Afrique centrale. Pourquoi eux, ils n'ont pas bougé en dehors de l'Afrique ? Je veux dire, je ne sais pas, il n'y a pas de réponse toute simple. Mais néanmoins, notre espèce, c'est clair qu'elle a cette particularité de migrer. C'est un long processus, hein. La colonisation, c'est un long processus. Si on divise les distances par le nombre de générations, c'est quelques kilomètres par génération, hein. C'est jamais, comme je dis, hein, quelqu'un avec son sac à dos qui part d'Afrique et qui va en Australie, hein. Ça prend 20 000 ans pour aller du Moyen-Orient en Australie. Même ce qu'on appelle des fois la vague néolithique de l'arrivée des agriculteurs, ça prend 5 000 ans, hein, pour aller, grosso modo, de l'Anatolie je dirais, à la Grande-Bretagne, hein. C'est pas, c'est pas des événements extrêmement rapides. Ça mélange des migrations sur des petites distances et certainement des migrations sur des longues distances. Sur les migrations sur les petites distances qui sont très importantes, donc je vous ai dit comme on bouge de quelques kilomètres en moyenne par génération, on a pu montrer qu'il y avait quelque chose de très fort autour des systèmes de parenté. On vit tous dans des sociétés où il y a des systèmes de parenté, à savoir où on va habiter. Je vous ai dit, nous, dans nos sociétés, quand un homme et une femme viennent de villages différents, au début du XXe siècle, c'était la femme qui bougeait, donc on est dans des sociétés patrilocales. Il y a des sociétés dans le monde où c'est l'inverse. C'est l'homme qui bouge, c'est des sociétés matrilocales. C'est la femme qui reste au même endroit. L'alliance, on est tous dans des systèmes de parenté avec des interdits de mariage avec certaines personnes et des mariages favorisés avec d'autres personnes. Par exemple, avant, on aimait bien que ça soit des cousins assez éloignés pour pas perdre les terres, pour que les gens se marient entre eux, mais quand même pas trop proches. Il y avait les interdits de l'Église, etc. Donc ça, c'est dans nos sociétés, mais toutes les sociétés ont des systèmes de parenté qui définissent avec qui on peut pas se marier. Et aussi la filiation. À quelle famille on appartient ? Nous, on est une filiation indifférenciée. En général, en Europe, on appartient autant à la famille de son père qu'à la famille de sa mère. En général, sauf accident, vous connaissez autant vos grands-parents paternels que vos grands-parents maternels. Il y a des sociétés où c'est pas ça du tout. Il y a des sociétés qui sont patrilinéaires. On appartient à la filiation de son père et c'est ça qui définit le statut qu'on va avoir dans la société, sa place et avec qui aussi on va pouvoir se marier. Il y a des sociétés matrilinéaires où là, ça passe par les femmes. Bref, vous avez plein de systèmes de parenté et on est une espèce où on a une variabilité de manière de faire famille qui est vertigineuse et qui est beaucoup plus diversifiée que, par exemple, quand on regarde les chimpanzés ou les bonobos, où à peu près, il n'y a qu'une manière de faire famille. Et donc, par exemple, sur les règles de résidence, donc je vous ai dit, patrilocale, c'est les femmes qui bougent. Matrilocale, c'est les hommes qui bougent. Or, la patrilocalité
et se retrouve chez plus de 60% des sociétés. Donc, en général, dans notre espèce, ce sont les femmes qui bougent. On est une espèce, et on le retrouve dans la diversité génétique, on est une espèce où, depuis fort longtemps, ce sont essentiellement les femmes qui ont migré, beaucoup plus que les hommes. Alors, donc je vous ai parlé de migration. Il ne faut pas pour autant avoir l'impression qu'on bouge tout le temps et dans tous les sens. On voit bien qu'il y a des adaptations locales. Par exemple, je vous ai parlé de l'adaptation des Tibétains à l'altitude. Ce sont des adaptations génétiques qui prennent plusieurs milliers d'années. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui portaient la mutation, dont les enfants sont restés au Tibet en altitude, dont les petits-enfants sont restés au Tibet en altitude, dont les arrière-petits-enfants sont restés au Tibet en altitude. Donc, on voit bien que on a des adaptations locales, donc comme là, à l'altitude, qui nous disent aussi tout le monde n'a pas toujours bougé dans tous les sens. Il y a eu aussi des stabilités locales sur plusieurs milliers d'années. Par exemple, comme exemple comme ça, on a des populations des Andes qui sont adaptées à un niveau d'arsenic assez fort dans le sol. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont restés là pendant plusieurs milliers d'années, le temps à la sélection naturelle que la mutation qui permet de résister à l'arsenic se répande dans la population. De la même manière, on a les Badjo qui ont une mutation qui leur permet de tenir jusqu'à 10 à 14 minutes sous l'eau en apnée. Okay, donc on commence à aller vers les X-Men, hein, là, on s'en rapproche. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de notre passé ? Donc, en parallèle de ces mobilités, l'étude du passé nous montre de la stabilité, des familles qui bougent et d'autres qui restent. Ainsi, nous avons tous des ancêtres qui ont migré soit d'un village à un autre, soit traversé des milliers de kilomètres, et des ancêtres qui sont restés là où ils sont nés. Et donc, c'est ce que je raconte dans mes 2 livres, là, l'Odyssée des gènes. Et j'en ai refait un, La vie secrète des gènes, qui est des petites histoires de 2-3 pages, puisque j'avais fait des trucs à la radio, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai fini. Donc là, s'il y a des questions, c'est le moment. Ouais. Vous avez parlé d'agriculture et vous avez dit qu'il y a eu un changement climatique qui a fait qu'il y ait un boom de population au niveau des populations qui avaient adopté l'agriculture. Est-ce qu'on sait s'il y a eu de l'agriculture bien avant ce changement climatique ou c'est dès que l'agriculture a eu lieu, alors on a eu un boom Alors on a pu le tester avec les données génétiques et ce que nous dit la génétique, c'est que le boom démographique commence avant la transition vers l'agriculture. C'est-à-dire qu'il semblerait plutôt que le scénario, ça soit des populations qui étaient dans un environnement favorable, qui ont fait une croissance démographique et qui a entraîné de fil en aiguille l'agriculture. C'est plutôt, les données génétiques vont plutôt dans ce sens-là. Donc c'est dans ce sens. Il y avait une question ? Non ? Il y a un micro qui circule en fait. Alors du coup, on ne l'entend pas dans l'enceinte de la salle, mais c'est pour la caméra. Sinon, on n'entend pas les... Ok, donc moi, ce que je peux faire, soit vous parlez dans le micro, soit je reprends les questions. Dans le micro, c'est plus simple. Ouais, on reprend les questions. Il faut le faire remonter. Ouais. Merci. Donc, de ce que j'entends. Allô ? Ouais. On n'entend pas, mais ça va dans la caméra. Ça va bien ? C'est bien ? Oui. Vous m'entendez ? Ouais. La caméra entend. Ok. Donc, de ce que vous venez de dire, si je comprends bien, est-ce que c'est correct de dire que c'est la sortie de la dernière phase de glaciation, enfin le dernier réchauffement climatique, l'actuel, qui a permis l'éclosion dont on parle ? Alors, moi, je ne ferai pas une corrélation aussi simple. Je dirais qu'on sort de la glaciation, donc il y a visiblement des endroits où les humains étaient, où visiblement ils ont eu plus à chasser sans bouger. Mais je ne sais pas si c'est une coïncidence ou une causalité, parce qu'au moment de la glaciation, moi, mes collègues qui font de l'archéozoologie, ils disent qu'il y avait vraiment beaucoup à manger, quoi.
Donc, c'est peut-être plus lié à des phénomènes de sédentarisation. Est-ce que c'est une conjonction, le hasard? Est-ce que du coup, c'est, je dirais peut-être du coup, on pouvait retourner au même endroit et il y avait à chaque fois à manger au même endroit. Parce que quand même, pour passer de chasseur-cueilleur à agriculteur, un truc fondamental, c'est qu'il faut bien qu'on revienne au même endroit. C'est-à-dire que là où on a récolté des gros grains d'une plante qui va devenir le blé parce qu'on l'a trouvée bonne et il y en a qui tombent et qui repoussent au même endroit et du coup, de fil en aiguille, ça fait de la sélection, il faut bien qu'on revienne toujours au même endroit. Donc il faut qu'il y ait des territoires assez stables, qui soient assez riches pour rentrer dans ce processus. Mais par contre, nous, ça c'est clair qu'on voit que la croissance démographique précède l'arrivée de l'agriculture. Et les Basques? Il y a madame qui pose la question avant et après, sinon, je vous parle des Basques. Oui, parce que moi, ça va être super court, en fait. Ouais. À mon avis, les Basques, vous êtes partis pour un petit moment. Non. C'était très bref, c'est vous parler des courants migratoires, de la diffusion de la néolithisation en Europe, et vous parlez des deux courants, du bassin méditerranéen et puis Du Danube. du Danube. Je sais que c'est là, vous parliez, dans votre exemple, vous parliez de traces génétiques, en plus des traces archéologiques, alors, si je comprends bien. C'est ça. Non, mais en fait, c'est mêlé parce qu'en fait, on a, pour démontrer que c'est des gens qui sont venus, il a fallu travailler avec des archéologues qui disaient à cet endroit, on voit de l'agriculture, dites-nous l'ADN, c'est quoi? Et en regardant l'ADN, on montre que c'est des gens qui viennent d'Anatolie. Mais s'il n'y a pas les fouilles archéologiques avant, on ne fait rien. Ça ne marche pas. Et le cas des Basques, parce qu'ils ont une écriture très différente, ils ont quand même un groupe sanguin qui fait tache dans l'Europe occidentale. Ouais, alors les Basques, c'est drôle parce que effectivement, ils ont une petite particularité génétique, c'est-à-dire ils ont, de mémoire, c'est du groupe sanguin RH négatif un peu plus élevé que le reste. Mais quand vous faites la diversité génétique des Basques, ils tombent bien en Europe, un tout petit peu sur le côté, mais ils sont bien en Europe. Donc, comme ils ont une langue différente, eux, ils n'ont pas une langue indo-européenne. Or, les langues indo-européennes, on pense... Il y a des débats que c'est arrivé au moment de l'agriculture ou après, au moment des migrations. Je vous ai dit des steppes, mais bref, c'est arrivé il y a entre 5 et 10 000 ans en Europe. Et donc, le mythe, c'était que les Basques, c'était les descendants des premiers chasseurs-cueilleurs. C'était eux, les vrais Européens, les vrais chasseurs-cueilleurs européens, c'était les Basques. Et en regardant dans leur ADN, pas du tout. Eux aussi, ils ont plein d'ADN du Moyen-Orient amenés par les agriculteurs. Ils ont plein d'ADN amenés par le peuple des steppes il y a 5000 ans. En fait, ils ressemblent pour ça beaucoup aux autres populations européennes. Et leur petite différence génétique se constitue seulement, je dirais, il y a 1000 ou 2000 ans, qui est due au fait que les Basques, du fait qu'ils parlent une langue différente, préfèrent se marier entre Basques qu'avec les gens d'à côté qui ne parlent pas le basque. Et du coup, ils ont des petites différences génétiques, je dirais par dérive, qui ont évolué un petit peu dans le peuple basque. Mais non, ce ne sont pas les premiers purs européens chasseurs-cueilleurs comme on le croyait. Voilà, c'était ça l'histoire des Basques. Il y a une question là-bas. Merci. Au tout début de votre présentation, vous avez parlé de l'émergence finalement de la lignée humaine, mais qui est donc arrivée à différents lieux en Afrique. On a parlé à un moment donné de l'importance des côtes et de l'alimentation. Est-ce que là, vous pourriez nous expliquer rapidement où je me trompe? Mais moi, j'avais en tête que c'était notamment lié à l'alimentation vers les crustacés, des poissons plus riches en oméga 3 qui auraient permis le développement accéléré du cerveau, ou c'est un mythe? Vous devriez venir à mon labo parce que ça fait partie des grandes questions que les gens se posent. Est-ce qu'effectivement, il y a eu le fameux effet
liées à l'alimentation de coquillages et tout ça. Moi, de ce que j'ai vu dernièrement, c'est pas tranché, quoi. C'est vraiment encore un point d'interrogation, avec des fois des gens qui disent, bah si, regardez, il y avait effectivement beaucoup de coquillages sur certains sites, mais il y a d'autres sites où il n'y a pas du tout de coquillages et où les populations anciennes semblent, d'un point de vue technologique, tout aussi développées que celles où il y a des coquillages. Donc ça, c'est encore un peu ouvert, quoi, comme débat. Alors, je me demandais concernant les Indiens d'Amérique du Nord et du Sud, mais particulièrement ceux d'Amérique du Nord. Ils étaient encore, pour certains, chasseurs-cueilleurs dans les années 50, je pense. En tout cas au Québec, d'après ce que j'ai comme information. Mais ce que j'ai cru lire quelque part, je ne sais pas si c'est juste, c'est que quand on les étudie d'un point de vue génétique, ils seraient... moi, je pensais qu'ils seraient proches des Asiatiques de l'Est de l'Asie. Et en fait, quand on regarde leur génome, ils seraient même assez proches de nous. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est possible? Alors, il y avait une explication dans l'article qui suggérait que finalement, tout le pool de gènes vient du centre de l'Europe, c'est-à-dire à peu près où se trouve la Russie. Mais je ne sais pas si vous confirmez si c'est vrai ou enfin, je ne sais pas si mon article était... non, parce que moi, tous les articles que j'ai vus, j'avais travaillé, nous, on avait travaillé sur des populations même du sud de l'Amérique du Sud, de la Patagonie, parce que c'est des populations incroyables. C'est des gens qui étaient pêcheurs dans l'eau froide. C'est-à-dire, ils pouvaient pêcher dans de l'eau à 5 degrés, quoi. Donc, voilà. Et on a des photos d'eux de fin du 19e, et ils étaient très différents des autres populations amérindiennes, à tel point qu'on s'est demandé le même genre de questions. Est-ce que eux, ce serait pas une autre vague migratoire? Parce que finalement, d'aspect et de ce qu'on sait de leur mode de vie, ils sont assez différents des autres populations amérindiennes, par exemple du Brésil, etc. Et pour eux, comme après d'autres travaux pour d'autres populations, tout vraiment remonte à une grosse migration il y a 15 ou 20 000 ans, avec des débats sur les chemins migratoires à l'intérieur de l'Amérique, mais tout remonte à là. Il y a pas il y a un petit débat sur un lien avec la Polynésie, où on trouve chez les Botocudo d'Amérique du Sud des petites traces de génome qui viendraient de la Polynésie, avec un gros débat, savoir si c'est avant ou après la traite des esclaves, donc amenés par les Portugais. Enfin voilà, il y a des trucs, je dirais, super intéressants, moi que j'aime bien, mais un peu pointus, quoi. Mais grosso modo, non, on retombe toujours... là-dessus. Même les Vikings qui sont arrivés en Nouvelle-France et tout ça, ils n'ont rien laissé génétiquement, quoi. Oui. Bah, je répète la question, c'est comme vous voulez. J'ai oublié tout à l'heure, mais... Merci. C'est juste pour savoir si on a des hypothèses sur la cause qui a fait cette énorme migration en 70 000 ans. Ah, ben, alors, il n'y a pas de raison écologique. Il n'y a pas, à un moment donné, il n'y a pas non plus d'éruption d'un volcan. Il n'y a rien... on ne voit pas de cause. Moi, je pense, d'abord, ça s'est fait petit à petit, donc de quelques kilomètres à quelques kilomètres. Moi, personnellement, je pense que c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'un des traits de notre espèce, c'est d'être un esprit curieux. Et donc, quand on voit une colline à quelques kilomètres, ben, on a envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et de proche en proche, ça a fait la colonisation de toute la planète. Mais on n'est pas sorti... d'abord, on ne sait pas si c'est pas volontaire. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit « je vais migrer ». Hein, on se déplace de quelques kilomètres... et au bout du chemin, ça fait des milliers de kilomètres au bout d'un grand nombre de générations. Mais il n'y a aucune raison écologique, parce qu'on dit, donc on passe par le Moyen-Orient, à des moments le Sahara c'est une barrière, c'est pas une barrière, et ça redevient une barrière. Il y a eu beaucoup d'oscillations climatiques, donc il y a plein de moments où en fait on aurait pu passer, sans compter que la vallée du Nil, on peut à peu près toujours passer, donc il n'y a pas de raison écologique plutôt à ce moment-là qu'à un autre. Il n'y a pas de raison écologique de partir
d'Afrique. On n'était pas nombreux, il y avait largement de quoi manger. Donc en dehors de la curiosité, je vois pas d'autres hypothèses, quoi. Mais de la curiosité à aller voir ce qui se passe juste de l'autre côté de la colline, hein. C'est ce qui explique aussi le mouvement des agriculteurs. Alors, parce que c'est vrai que pour moi, l'agriculture, c'est un peu synonyme de sédentarité, puisqu'on pouvait cultiver. Donc, ça... Alors oui, sur les agriculteurs, à mon avis, il y a ce processus d'aller un peu plus loin, mais il y a des simulations qui montrent aussi qu'il y aurait aussi un effet que comme les agriculteurs font une croissance démographique, à bout d'un moment, finalement, ils sont assez, voire trop nombreux à un endroit donné, et que du coup, il y en a qui vont un peu plus loin, cultiver le champ un peu plus loin. Donc il y a peut-être aussi un lien dans ce cas, non seulement, moi je pense, de la curiosité, mais aussi une raison qu'on appelle la capacité de charge d'un terrain, quoi. Voilà. Bon, merci. Merci à vous. Au revoir.